Bienvenue à tous dans l'entretien de dimanche, c'est politique. Le Bénin, comme vous le savez, a célébré ce jeudi 1er août le 64e anniversaire de son indépendance. C'est souvent, mesdames et messieurs, l'occasion pour la presse de revenir un peu sur le chemin parcouru par notre pays. Beaucoup trouvent plus ou moins ennuyeux que l'on ressasse toujours la même histoire et que l'on revienne sans cesse sur les 33 ans de cette histoire politique du Bénin, mais il est bien utile parfois de regarder d'où l'on vient pour pouvoir mieux apprécier le présent. Et c'est justement cet exercice que nous voulons faire sur ce plateau, parler des 64 ans d'indépendance du Bénin et également aborder les atermoiements et les progrès. Pour donc l'exercice, nous avons convié M. Auguste Videgla. Il est expert en management des systèmes d'information, professeur des universités, également membre du bureau politique et du bureau exécutif national du Bloc républicain. Monsieur Videgla, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien. Super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme je le présentais dans l'introduction, c'est de revenir déjà sur tout ce que nous avons vécu, notre histoire, et afin de mieux apprécier le présent. Et pour commencer, nous allons aborder tout de suite nos errances, si je peux le dire comme ça. Alors, la première question à vous poser, Monsieur Videgla, sans autre forme de protocole, de l'histoire de l'instabilité politique de notre pays, en passant bien évidemment par le temps militaro-massiste. À votre lecture, quelle était la cause de nos errances politiques? D'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour le développement de notre pays en initiant une émission aussi importante. Parce que, comme vous le savez, le parcours politique d'une nation, de toute nation, c'est le parcours politique dont dépend le développement socio-économique et culturel. Donc, après les indépendances en 1960, à l'instar de tous les pays, le Bénin, notre patrie, en son temps Dahomey, a noué avec une série de coups d'État. Vous savez bien que lorsque les militaires interviennent sur la scène politique, cela dénature un peu le système de l'organisation politique, même parce qu'ils viennent avec une vision de militaire. Donc, durant pratiquement 2 décennies, nous avons eu les militaires qui étaient un peu à l'ombre de l'organisation politique de notre pays. Mais ils étaient toutefois sollicités, c'était toujours les civils qui les sollicitaient. C'était les civils, compte tenu des dissensions, des problèmes de leadership, des problèmes ethno-régionalistes qui amenaient souvent des leaders à faire recours à l'armée pour intervenir dans le jeu politique, ce qui était un peu malsain. Fort heureusement, avec la période marxiste-léniniste, la période révolutionnaire, il y a eu une certaine stabilité qui a été marquée par la mise en œuvre d'une idéologie qui n'était pas adaptée véritablement au contexte béninois. Parce que le communisme a expérimenté et a montré ses limites dans dans les enjeux de développement socio-économique et dans les ambitions que nourrissaient tous les Béninois pour leur pays. Ce qui a conduit évidemment à la conférence des forces vives de la nation en 1990 et qui a débouché sur le renouveau démocratique. Donc les années 70 aussi ont été marquées par la gouvernance, comme vous le savez, un peu à 3 têtes, à plaque tournante, qui a été aussi un échec parce que c'est toujours le problème de leadership. Oui. Le Béninois, dans son essence, nous, Béninois dans notre essence, nous sommes un peuple fiers, valeureux, intelligents, combatifs. Donc, le choc des idées, la plupart du temps, amène les gens à prendre des positions véritablement qui ne répondaient pas à l'intérêt national. Donc, les différents atermoiements que nous avons observés jusqu'en 1990, et vous allez voir, même au-delà de 90, cela a continué avec l'avènement du multipartisme intégral. Avec l'avènement du renouveau démocratique, le système partisan a été libéralisé, il y a eu floraison de multitudes de partis politiques,
près de 300 partis politiques pour un petit pays d'une dizaine de millions d'habitants, c'était trop. Parce que quel est l'essence? Quel est le rôle d'un parti politique? Un parti politique a pour vocation essentielle de construire des programmes, de mettre ensemble les citoyens afin de mettre en œuvre ces programmes pour le bien-être socio-économique et culturel des citoyens. Bien sûr, là vous êtes directement allé sur l'ère du renouveau démocratique. On a le temps de revenir là-dessus, mais tout à l'heure en abordant les deux premiers temps, vous avez semblé dire que nous cherchions nos marques, mais pourtant en 72, nous avons eu un discours-programme qui faisait un bon diagnostic de l'état du pays. Pourquoi nous n'avons pas su, bien évidemment, relever le Bénin à ce niveau-là? Je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas su relever le défi parce que le système militaire est différent de l'organisation partisane. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'organisation partisane repose sur les citoyens. Ce sont les citoyens de la base vers le sommet qui expriment un certain nombre de besoins qui sont regroupés dans un programme de développement pour le pays. Donc, lorsqu'un programme vient du sommet vers la base, généralement, cela ne fonctionne pas bien. Donc, alors, les militaires ont amené le programme communiste, tout le système socio-économique était basé sur le système communiste, un peu à l'instar de la Russie, de l'Union soviétique d'antan. Alors, ce programme a été plus ou moins imposé aux masses laborieuses. Ce n'était pas une volonté des populations de dire désormais, nous allons épouser l'idéologie du marxisme-léninisme, notamment du communisme, qui est un partage, qui est un collectivisme, etc. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le marxisme-léninisme. Donc, ce programme a connu un échec parce que, graduellement, les populations se sont détachées de ce programme. Est-ce que dans la pratique, quand des politiques viennent avec leur idéologie, c'est discuté au sein de la base? Absolument. C'est pour ça aujourd'hui, ce qui a manqué au Bénin est en train de se mettre en place. Nous allons y venir. Oui. Est en train de se mettre en place parce que il nous fallait avoir des grands ensembles politiques qui couvrent tous les villages, toutes les communes, tous les arrondissements et tous les départements du Bénin avec un point central qui partage l'information, qui recueille les attentes des populations, qui sait quelle est l'aspiration de chaque région de notre pays, de chaque village, de chaque contrée de notre pays. Tant qu'il n'y a pas une organisation politique structurée dans le genre, il est évident que les populations, la plupart du temps, au bout d'un moment, se lassent de la politique étatique qui est dirigée à partir du haut, mais dans lequel ils ne sont pas associés. Donc c'est ça qui a conduit à l'échec du communisme et de l'ère révolutionnaire, où vous avez vu, il y a eu la faillite de l'État, avec la cessation de paiement, pratiquement 12 mois d'impayés de salaire pour les agents de l'État, l'économie était en lambeaux, les banques étaient en faillite. Donc ce système s'est érodé de lui seul parce qu'il n'avait pas l'assentiment du peuple. Et il ne répondait pas même aux aspirations du peuple béninois, qui est un peuple travailleur. Il fallait juste trouver les moyens pour organiser et donner la responsabilité au peuple de se battre lui-même pour son développement. Pourtant, avec le temps, nous avons eu le parti unique. Donc, un parti politique qui devait faire le travail. Malgré cela, c'est justement ce qui nous a conduit à la banqueroute à laquelle vous faites allusion. Effectivement, le parti unique qui était basé sur la peur, l'autoritarisme exacerbé, la chasse aux sorcières. Si je ne suis pas dedans, c'est que je suis un ennemi. Ce n'est pas l'objectif d'un parti politique. Un parti politique n'est pas organisé dans ce sens. Un parti politique, c'est plutôt pour organiser la société en vue de la mise en œuvre des programmes et du bien-être socio-économique des populations. Mais la peur n'est pas n'était pas distillée à l'interne. C'est peut-être la peur externe. Ceux qui sont à l'interne dans ce parti politique, s'il est unique, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir mieux, je vais dire, vendre l'idée? En fait, bon, au temps du PRPB, puisque c'est de ça que nous parlons, oui. Au temps du PRPB, comme je l'ai dit, c'était un régime militaire. Vous savez, l'armée a ses règles, c'est la discipline. C'est une règle d'or.
Le civil n'a pas les mêmes disciplines que le militaire. Donc, lorsque l'armée édicte un dispositif idéologique appliqué par un parti politique unique, où on force les citoyens à adhérer à ce parti politique, lorsqu'on vous force à adhérer à quelque chose, il est évident que vous y êtes par présence, mais votre cœur n'y est pas. Donc, exécution sans réclamation, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est ça qui a surtout manqué au niveau du parti unique qui a conduit un peu l'ère révolutionnaire. Aujourd'hui, lorsque nous sommes rentrés dans le multipartisme intégral, nous avons vu la floraison des partis politiques. Vous savez, la marche de la démocratie passe par des étapes. Il fallait d'abord expérimenter à l'étape primaire le fonctionnement de ces partis politiques, que les gens s'approprient graduellement l'idée de la gestion du système partisan, de ce que c'est que la chose politique véritablement, parce que durant longtemps, pour faire un peu une anecdote, pour beaucoup de citoyens, la politique, c'était devenir faire un peu de propagande, avoir un poste au niveau de l'État pour se faire un peu d'argent. Or, la politique n'a rien à voir avec cela. La politique, c'est carrément autre chose. C'est la convergence des idées en vue du développement d'une communauté, d'une nation. Donc, nous avons aussi manqué durant un bon moment de la formation politique. Donc, nos populations, nos concitoyennes et nos concitoyens n'avaient pas la culture de la chose politique, la culture de la chose publique. Quels sont les objectifs de l'État béninois, de la nation béninoise? D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous exactement? À ces trois questions, on peut répondre à travers des programmes que ne peuvent gérer que des partis politiques organisés, structurés, pour définir la marche de notre nation vers son progrès, vers son développement, vers le bien-être socio-économique et culturel. Donc, en clair, quand on en arrive au niveau démocratique, c'est qu'il y a eu des progrès. Absolument, il y a eu énormément de progrès parce que dans toutes choses de la vie, lorsque vous démarrez, il y a toujours des flottements, des ratés. En 90, lorsque le renouveau démocratique est venu, il y a eu d'abord des grands ensembles de partis politiques qui étaient un peu la résurrection de certains partis politiques à pré-indépendance. Donc avec le PRD qui est venu, vous savez, le PRD existait bien avant les indépendances, a été ressuscité. Vous avez l'UDD, vous avez ensuite est venue la Renaissance du Bénin, etc. Et tout. Donc, et graduellement, à la quête d'un leader type, beaucoup de citoyens se sont dit, si les autres le font, moi-même je peux le faire. Donc, les gens ont entamé une course effrénée vers la création de partis politiques. Parce que si je crée mon parti, je fais de la propagande, je serai nommé ministre, je serai député à l'Assemblée nationale, je pourrais participer évidemment au développement du pays, mais aussi tirer mon épingle du jeu. Donc, les 20 à 30 premières années de notre expérience démocratique ont été rythmées par cette course effrénée de la majorité des citoyens à l'accès aux biens publics. La création des partis n'était pas basée sur des idéologies claires, sur des programmes précis, mais l'objectif principal de tous les acteurs était d'accéder à la gestion de la chose publique afin d'en tirer des ressources. Ce qui aussi a marqué un peu un échec de ce début de renouveau démocratique et qui a amené à la réforme du système partisan entamé par le président de la République, son excellence le président Patrice Talon, dès son accession à la magistrature suprême en 2016. Ça, je pense que c'est une rubrique que nous allons aborder. Oui, absolument. Restons sur l'ère du renouveau démocratique et venons un peu plus dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même ces 10 ans de Boni Yayi auxquels beaucoup de citoyens font allusion. Vous avez parlé de la quête pour le pouvoir. Est-ce que ces 10 ans ont été réellement bénéfiques, Monsieur Villegla? Ben, vous savez, dans la marche d'une nation, l'État a une continuité. Et
chaque étape d'une nation est une histoire à graver pour les générations futures. L'ère du président Boni Yayi a été une ère marquée par beaucoup de désinvolture, beaucoup d'approximations et beaucoup d'improvisation. Or, aucun État au monde ne peut aspirer à un développement harmonieux sans une organisation solide. D'abord, l'État lui-même. Il fallait un État solide, fort, et une organisation administrative de l'État qui répond aux attentes de développement du pays. Donc, l'ère du président Boni Yayi, malgré les efforts qui ont été faits, a été marquée par beaucoup d'approximations, beaucoup de populisme surtout, parce que le pouvoir était organisé autour d'une personne où le culte de la personnalité avait atteint un paroxysme. Dans ce climat, l'affairisme a pris le dessus et nous avons assisté à beaucoup de scandales, beaucoup d'éléphants blancs, où les programmes, malgré la bonne volonté d'antan du programme que ce chef de l'État avait amené, sa mise en œuvre a été un échec patent. Mais dû à qui? Si on doit situer les responsabilités, est-ce que les partis politiques n'ont pas joué un rôle majeur? Alors, absolument. Dans mon développement précédent, je vous ai expliqué que la majorité des leaders politiques, des citoyens qui aspirent à gérer la chose politique, ne créaient pas leur parti politique dans le but seulement de contribuer au développement, mais c'est surtout d'avoir accès à la gestion de la chose publique. Lorsque vous avez un gouvernement qui est constitué de 10 leaders politiques différents, véhiculant chacun des attentes, des idéologies, des organisations différentes, il est évident que dans une cacophonie pareille, rien de bon ne puisse être fait. Parce que, vous le savez, tant à notre hémicycle, au Parlement, qu'au niveau du gouvernement, nous avions environ 12 à 13, voire 15 organisations politiques qui participaient au gouvernement et qui étaient à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, rien de bon ne peut être fait. C'est pour ça que l'ère du président Yayi Boni a été un échec pour notre peuple, parce que vous savez que le slogan qui avait amené le président Yayi Boni au pouvoir en son temps, c'était le changement. Oui, ça doit changer, ça doit changer, ça va changer. Alors, rien n'avait changé malheureusement, parce qu'il a été pris dans l'engrenage des intrigues politiques. Des intrigues politiques, des intrigues politiciens et aussi des intrigues des partis politiques qui l'entouraient. Intrigue politicienne, Ouais. vous le dites, mais également la surdité, si je peux le dire comme ça, dont souffre parfois la majorité quand l'opposition alerte pratiquement. Personne n'écoute l'opposition, surtout quand elle est dans le camp au pouvoir. Au pouvoir. Bon, non, pas qu'on n'écoute pas l'opposition. Tout dépend de la manière dont l'opposition présente ses revendications. Moi, je me rappelle, au temps du président Boni Yayi, j'étais dans l'opposition, j'étais vice-président de l'Union fait la Nation, et je vous assure que c'était toute une école. Alors, nous faisions une opposition très responsable. À tous les programmes de gouvernance de Yayi Boni, nous opposions des réponses et des observations précises. Nous avons même édité un opuscule complet qui retraçait point par point, je pense, si ma mémoire est bonne, environ en 104 points, les différents secteurs de la gouvernance du président Boni Yayi, auxquels nous faisions des recommandations. Au lieu de faire ceci, voilà, par exemple, le port autonome, la manière dont c'était géré, voilà ce que nous proposons. Le système partisan, voilà ce que nous proposons. Dans l'agriculture, voilà comment nous devons orienter les investissements. En fait, lorsqu'on est opposant dans un pays, il ne s'agit pas de critiquer un homme, le président de la République. C'est programme contre programme. Nous ne voyons pas aujourd'hui, nous allons y arriver, où l'opposition nous dit, dans l'agriculture, vous avez mis en œuvre tel programme. Ce programme ne peut pas à terme assurer l'autosuffisance alimentaire à notre pays. Ce programme à terme ne peut pas assurer l'industrialisation, notamment l'agro-industrie, à notre pays. Ce programme à terme ne peut pas faire du Bénin une puissance agricole dans la sous-région et dans le monde.
Alors, il faut venir nous le démontrer et présenter les arguments, les contre-arguments qui disent, au lieu que nous fassions ça, voilà ce qu'il faut faire pour que notre agriculture soit des plus performantes de la sous-région. Donc, une opposition, dans un contexte démocratique, est une opposition responsable qui apporte des réponses aux actions que le gouvernement entame. Pas qui critique, pas qui insulte les gouvernants, pas qui dénature. Elle peut critiquer. Elle peut bien critiquer. Hein. Elle peut bien critiquer. Elle peut bien critiquer. Non, la critique est l'essence même de l'opposition. Mais en quoi la critique veut dire quoi, madame? Dans la sémantique du vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire critiquer? Ah, moi, je ne réponds pas à vos questions, c'est vous qui répondez aux miennes. Je suis d'accord. Mais critiquer ne veut pas dire venir insulter, venir voir des défauts qui n'existent pas. Critiquer veut dire l'action que vous avez posée n'est pas une bonne action parce que normalement, vous auriez dû faire de telle façon ou de telle façon. Lorsque vous critiquez l'action de votre fils ou de votre petit frère à la maison, vous ne lui dites pas que tu es nul, tu n'es pas bon, sans apporter réellement... Constructive, en termes clairs, la critique constructive. Il faut faire des critiques constructives en dénonçant ce qui n'est pas bien, mais en suggérant ce qui aurait dû être fait. Ce que l'opposition ne fait pas aujourd'hui. Parce que depuis les indépendances, je vous assure, madame, nous allons l'aborder si vous le voulez bien. Depuis les indépendances, c'est la première fois. J'ai parcouru près de 50 pays. Je connais un peu la gouvernance de chacun des pays, la majorité des pays en Afrique. C'est la première fois dans notre pays que nous avons un gouvernement qui a fait des réformes, qui a touché tous les secteurs de la vie socio-économique, culturelle, et qui pose les bases d'un véritable décollage de notre pays. Voilà. Vous étiez en train d'apprécier la décennie Yahi et vous faisiez le bilan. On a ouvert la parenthèse de l'opposition, donc je vous laisse continuer à travers cette question. De cette décennie, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le Bénin en matière de progrès, M. Villigla? Vous êtes citoyen. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est cette période, en fait, dont est nostalgique un bon nombre de mes concitoyens. Il y avait la ferveur du système partisan, où les gens se transformaient les ressources de l'État en ressources personnelles pour aller distribuer aux populations. Lors des fêtes où on voyait des billets distribués à tour de bras, nos concitoyens sont nostalgiques de cette époque. Mais c'était une époque, je peux vous l'assurer, un peu malheureuse. Était si mauvais. La prospérité partagée, disait Boni Yahi à l'époque. Les citoyens se sentent dedans. La prospérité partagée, il lui fallait créer une banque de l'emploi, une banque de l'entrepreneuriat des jeunes, une banque pour le financement du logement, une banque de l'habitat, où l'État subventionne les populations à avoir leur logement, à avoir leur terre. Il fallait créer une banque agricole pour financer le développement agricole. Mais, madame la journaliste, nulle part au monde, aucun développement ne peut se faire en venant distribuer des billets de banque aux populations. Ce n'est pas une éducation, ce n'est pas possible. Donc, il faut amener ces éducations à produire. Parce que, en fait, l'économie d'un pays, c'est la production des citoyens. Plus les citoyens produisent, plus l'État a de la richesse. Plus les citoyens créent de la valeur ajoutée, et plus l'État a de la richesse. L'État ne fait pas de magie. L'État, c'est les ressources des populations. C'est les ressources peut-être des matières premières du sous-sol. C'est les ressources provenant des impôts, de la douane, etc. Mais comment peut-on distribuer de l'argent à l'ère de Yahi Boni en oubliant que nos populations n'ont pas suffisamment de logements? Nos populations n'avaient pas de l'emploi parce que le taux de chômage à l'ère du président Boni Yahi caracolait autour des 60% de jeunes diplômés qui étaient sans emploi. Alors, il lui fallut mettre en place des véritables programmes d'auto-emploi de jeunes, de motivation à l'investissement dans l'agriculture, mais tous les programmes ont été un peu menés d'une manière un peu populiste, sous bannière de propagande populiste, ce qui a fait échouer la majorité des initiatives qui ont été initiées par l'ancien régime.
C'est dommage, parce qu'au début, je me rappelle les 101 points du programme en 2006 du président Boni Yayi, mais graduellement, on a été fourvoyé. Vous avez vu, la zone franche de Semen City n'a jamais vu le jour, jusqu'à l'ère du président Patrice Talon, où la zone économique de Glo-Dibé est en plein fonctionnement aujourd'hui, qui attire des investisseurs, etc. Nous en parlons bientôt. L'ère du président Boni Yayi, ce que nous pouvons retenir, l'État a une continuité. En son temps, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, sans y mettre une organisation réelle, sans renforcer la capacité de notre État à être un véritable État, respectueux des règles de gestion, respectueux de la bonne gouvernance et aussi de, comme vous l'avez appelé, la prospérité partagée. La prospérité partagée, c'est les programmes structurants qui vont au bénéfice des citoyens. C'est ça la prospérité partagée. Ce n'est pas la distribution de billets de banque. D'accord, donc si on se résume à cette étape, le premier temps marqué donc par l'étape, bien évidemment, des instabilités, après le régime marxiste-léninisme qui avait une idéologie incomprise pratiquement, le monopartisme qui a enlisé pratiquement le pays, puis le renouveau démocratique avec les contestations à l'interne. Nous avons connu l'époque du mandat du président Soglo qui n'avait pas eu le temps de déployer tous ses efforts, et également les Yayi Boni. Vous reprochez à cette ère le manque d'audace. Le manque d'audace donc pour construire le Bénin. Là est arrivée l'ère Talon dans lequel que nous vivons depuis maintenant 2016. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Monsieur Videkla, que le Bénin dont on rêvait depuis les indépendances ou depuis l'indépendance, on y est ou bien on est encore loin? Je vous remercie, madame. Le Bénin dont on rêvait depuis les indépendances vient enfin de démarrer son parcours. Parce que, comme le dit l'adage, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Nous venons de faire toutes les réformes. En tout cas, le gouvernement du président Patrice Talon a effectué la majorité des réformes nécessaires à notre pays pour asseoir d'une part une bonne gouvernance, parce que sans bonne gouvernance, aucun développement n'est possible, pour asseoir la lutte contre la corruption, qui est un fléau endémique, qui a paupérisé notre pays et qui a ralenti le développement socio-économique de notre pays, pour asseoir les différents programmes nécessaires au développement de notre pays. Vous savez, jusqu'à 2016, notre tissu industriel était au niveau zéro. Les jeunes ne peuvent pas avoir assez d'emplois tant qu'il n'y a pas le développement industriel. Aujourd'hui, nous avons amorcé le développement industriel. Le port autonome de Cotonou, qui est le poumon de notre économie, parce que nous n'avons pas de ressources de sous-sol, à l'instar d'autres pays, les réformes ont été faites, le port a été restructuré complètement et bientôt sera l'un des premiers ports en Afrique. Au niveau de l'administration centrale, les réformes nécessaires ont été faites pour que les employés de l'État, les administrateurs de l'État soient au service des populations, soient au service de l'État et non à leur propre service. Donc toutes les réformes ont été accomplies dans ce sens et désormais je pense que les objectifs de performance sont assignés à chaque ministère et nous avons un pays qui avance tranquillement. Au niveau du système partisan, nous en avons parlé par le passé. Tous les pays du monde entier reposent leur développement sur le système partisan. Parce que le partage d'une même convergence d'idées amène à une synergie d'action. Lorsque vous avez une famille divisée, cette famille peut-elle évoluer? Je pense que non. Lorsque le fils parle un autre langage, le papa parle un autre langage, la maman parle un autre langage, les petits frères parlent un autre langage, c'est une maison divisée. Rien ne peut fonctionner. Un État, vous savez, une nation, c'est l'ensemble des familles, l'ensemble des cellules familiales qui forment une nation. Donc, une nation est à l'image
de l'image, de la manière dont nous gérons nos familles. Donc une famille désorganisée, une famille qui n'est pas structurée, qui n'est pas rigoureuse dans la gestion de ses finances, qui ne prévoit pas l'avenir, qui n'a pas d'organisation pour les enfants, pour les parents de la famille, est une famille qui malheureusement sera vouée un peu à l'échec, qui ne sera pas une famille heureuse. C'est un peu pareil. Donc aujourd'hui, le Bénin, grâce au président Patrice Talon et son gouvernement, ont effectué toutes les réformes nécessaires. Les réformes ne sont pas complètement finies, mais la majorité sont finies, qui vont permettre désormais à notre pays d'enclencher la route du décollage vers le développement socio-économique et culturel. Mais il y est allé pratiquement à pas de charge. Qu'est-ce qui l'obligeait à aller si vite, M. Fudigla? Ce qui l'obligeait à aller si vite, vous savez, dans les années 70, ce qui a échoué et ce qui a amené l'échec de la gouvernance politique de notre pays, c'était les guerres de leadership. Les guerres de leadership viennent des idées véhiculées par chaque leader. Et nous savons que tous les Béninois, que je salue, sont intelligents, compétents, ont beaucoup d'initiatives, développent beaucoup de dynamisme. Donc, face à un débat, chacun amène son idée. Comment faire pour avoir un consensus autour de plusieurs idées, alors que le temps presse, le Bénin est en retard. Je vous assure, en 2015, le Bénin était le dernier pays de l'UEMOA. 8e sur les 8 pays de l'UEMOA. Aujourd'hui, nous sommes en quel terme économique, c'est ça? Oui, en termes d'indice de développement, en termes économiques de PIB, on était pratiquement 7e ou 8e. Aujourd'hui, nous sommes en 4e position. Donc, le progrès a été fulgurant. Donc, c'est pour vous dire que ce qui était nécessaire, le gouvernement du président Talon l'a fait. Poser les bases, nettoyer, organiser, structurer, reformer tous les secteurs de la vie, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'artisanat. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons une chambre des métiers de l'artisanat, ce qui a manqué au pays depuis les années 60, alors que le pays, le Bénin, un pays à presque la population à 1/10 sont des artisans, mais sans aucune organisation. C'est une grande richesse, près d'1 million. C'est une richesse pour le pays. Donc aujourd'hui, il y a eu des réformes dans le secteur de l'artisanat où le développement va aussi se reposer sur ces PMI, parce que c'est des petites et moyennes industries, les artisans. Bon, je ne pourrais pas vous citer tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle de notre pays, même le tourisme, le tourisme, l'artisanat, etc. Tous les secteurs, aucun secteur n'a été négligé. Les réformes sont en cours d'achèvement. Vous savez, quand vous voulez construire une maison, ça prend du temps. Bien sûr. Mais ça fait déjà 8 ans qu'on construit, 8 ans de réforme. Est-ce qu'il y a l'accompagnement justement de la base derrière? Est-ce qu'on vous comprend? Parce qu'on a reproché tout à l'heure au régime le régime militaro-massiste une idéologie qu'on ne comprenait pas. Mais est-ce que cette méthode de Patrice Talon, on la comprend? Personnellement, je peux vous dire, c'est là où nous avons péché. Là où le gouvernement a péché. Moi, je me rappelle, j'étais sur une émission de Canal 3, Zone Franche, en 2017, où j'ai lancé un cri de cœur pour dire nous ne pouvons pas faire ces si belles choses pour notre pays. Depuis les indépendances, aucun gouvernement n'a eu le courage d'entreprendre autant de réformes, autant de programmes, autant d'investissements pour notre pays. Et ne rien dire, ne pas communiquer. Nous avons manqué de communication, le gouvernement manquait de communication, pour que la population comprenne effectivement en quoi consistent les réformes qui sont opérées. Parce que vous ne jouez pas votre rôle en tant que parti politique. Il faut dire que non, les partis politiques jouent leur rôle. Vous savez, la réforme du système partisan, si vous voulez. Vous avez l'impression, vous, d'animer la vie politique telle que cela se doit, un peu comme on voit ailleurs? Vous avez l'impression? C'est graduel. Construire un parti politique, en fait, d'où est partie la réforme? Nous avions presque 300 partis politiques au Bénin. Alors, quand le président Patrice Talon est venu, il a instruit pour qu'il y ait une réforme plus ou moins radicale. Il faut que les partis politiques puissent se regrouper en 2, 3
maximum 4 blocs, au plus. Parce qu'on avait dans des communes 3-4 politiques de la même commune. D'autres partis politiques qui étaient, vous voyez, 2 partis politiques dans un même arrondissement. Quel développement nous pouvons avoir? Aucun. Alors, pensez-vous que d'une manière aussi simple, ces partis politiques, ces leaders, dont moi-même j'étais président d'un parti politique, allons accepter, brader les idéologies que nous véhiculons ou les programmes que nous véhiculons ou les militants que nous défendions pour venir nous fondre dans des grandes masses. Mais le président Patrice Talon, avant de venir au pouvoir, dans son projet de société, a été clair. Je vais reformer le système partisan, je vais faire de telle sorte qu'au Bénin, nous ayons 2 à 3 partis politiques. Il a lancé un appel à tous les partis politiques désireux de rejoindre les blocs qui vont être constitués pour se fondre dans ces blocs pour créer des grands ensembles. Afin que du nord au sud, dans les 546 arrondissements comme dans les 5000 et quelques quartiers de villes ou de villages, que tous les Béninois soient impliqués, sachent qu'ils sont de tel bord politique, mais pas de multitude de partis politiques. Donc, ce qui a abouti à la création du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. Ainsi que des autres partis également. Ainsi que des autres partis, mais on peut distinguer aujourd'hui 3 grands blocs au plan national. Nous avons les démocrates, le Bloc républicain et l'UPR. Donc, ça veut dire que la réforme du système partisan a été une réussite. Il y a encore quelques partis politiques qui sont... On ne parle même pas de la réforme. Je vous demandais si vous avez l'impression de jouer le rôle de parti politique, d'animation, bien évidemment, de la vie politique. Ah, mais absolument. Je vous demandais, est-ce que les Béninois comprennent la méthode? Parce qu'on est parti en disant que Talon va un peu vite, vous avez expliqué le pourquoi. Je vous demande si la méthode, elle est comprise et vous me disiez que c'est là où vous avez péché. Ouais. Et je vous disais également, vous avez péché parce que les partis politiques ne jouent pas leur rôle. Non, les partis politiques ne sont pas le gouvernement. Il faut que vous fassiez une distinction. Les partis politiques choisissent de soutenir un régime. Oui, mais des membres des partis sont au gouvernement. Alors, donc, c'est une politique gouvernementale qui a été mise en place où l'action précède la communication. Ce n'est pas la communication qui précède l'action comme nous l'avons connu par le passé. C'est un choix d'approche parce que les Béninois ont entendu beaucoup chanter sans rien voir de concret. Aujourd'hui, sans grand tapage, sans grande communication, nous sommes en train de voir les fruits et les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon parce qu'il a choisi plutôt d'agir et non de parler. Donc, agir sans parler, nos concitoyens et nos concitoyens n'ont pas compris que c'est ce qu'il fallait pour le Bénin. Ce n'est pas le populisme, ce n'est pas le fait de venir parler, promettre sans réaliser, mais c'est réaliser et après venir expliquer, vous m'avez donné un mandat. Voilà ce que j'ai fait du mandat. D'où les tournées gouvernementales que vous êtes en train d'observer et les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement sont aux côtés du gouvernement pour expliquer désormais aux populations dans votre zone, dans votre commune, dans votre arrondissement, voilà les réalisations que le gouvernement a fait, voilà les projets qui ont été réalisés, ceux qui sont en cours, ceux qui sont programmés pour être réalisés dans les mois à venir. Voilà les ambitions du gouvernement pour notre pays. Voilà au plan national, l'objectif est atteint à tel pourcentage parce que tout ce qui a été programmé a été réalisé. Donc, madame, c'est pour vous dire que les partis politiques, pour répondre à votre question, jouent pleinement leur rôle parce qu'on n'a pas besoin de caméras. Ce n'est pas au niveau des caméras qu'on explique aux populations. De maison en maison, de groupe mobilisé en groupe mobilisé, les politiques expliquent aux populations quelles sont ces actions du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait en leur faveur. La microfinance, par exemple, qui était gérée avant comme des deniers personnels des individus, l'État a mis en place un programme spécial pour financer les couches défavorisées. Donc, vous l'expliquez, de maison en maison.
Ah, absolument, Bon, absolument. peut-être pour la boutade, je ne vous ai pas encore vu chez moi. Bon, ça viendra. Peut-être que ça viendra. Nous sommes quand même près de 15 millions d'habitants. Certes, mais vous n'avez plus vraiment le temps. Hein. Absolument, absolument. Un an, quelques mois. Non, on va rattraper mais... parce que nous allons désormais nous asseoir dans chaque quartier et chaque village, chaque quartier de ville et chaque village, pour mieux communiquer avec la population et leur expliquer que pour une première fois, notre pays a fait un bond en avant. Nous avons rattrapé 100 ans de retard en moins de 8 ans. Je ne sais pas trop dire. C'est pas trop dire. 8 ans, C'est pas trop dire, madame. Bon, vous savez, moi, je suis un expert et en plus un universitaire. Tout ce que je dis, c'est sur l'approche scientifique et l'approche réelle des choses, pas comme un politique. Vous savez, notre État a été géré sans prospective. Dans 60 ans, que sera le Bénin? En 2100, que sera le Bénin? Donc, il faut créer les bases. Aujourd'hui, en créant ces bases, en reformant en profondeur le fonctionnement de l'État, nous posons les bases. C'est pourquoi il dit que nous avons rattrapé 100 ans en arrière. Le Bénin était géré, vous savez, avant, chaque président qui venait avec ce qu'il veut faire, il fait ce qu'il veut faire de l'État. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Demain, quand le président Patrice Talon ne sera plus là, quel que soit le président qui viendra, il ne pourra plus gérer l'État à sa façon. Ce n'est plus possible. Donc vous pensez que cette marque est déposée? Cette marque, elle est déposée définitivement. Définitivement. Voilà. Et c'est une réforme réussie. Et nous espérons que nos concitoyens pourront accompagner toutes les grandes réalisations pour que cela ne s'arrête pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Nous en parlerons le moment venu. Réforme réussie, je n'en sais trop rien, oui. Mais au moins, vous semblez dire que de tout cela, en dehors des réformes, nous aurons gagné quand même l'organisation à terme échu des élections comme bien évidemment principe de ce renouveau démocratique. Mais si on abordait maintenant le cœur même des élections, monsieur Avidigla, est-ce que vous avez l'impression que les élections sont toujours ouvertes sous le régime de Patrice Talon? Parce que vous avez parlé des réformes politiques. Oui, la réforme, vous savez, aucune réforme n'est facile et simple. Avant de parler des élections, je vais vous donner quelques repères pour que vous compreniez que lorsque vous voulez faire avancer un pays, il faut avoir une certaine, une certaine poigne pour avancer. Durant longtemps, par exemple, le chef-lieu des départements de l'Atlantique a été un problème. Lorsque le président Talon est venu, il l'a réglé en moins de 2 mois. C'était pareil pour les collines. Donc, c'est des exemples que je donne parmi tant d'autres. Donc, les élections sont quelque chose, par le passé, c'était des fêtes. Mais en réalité, les élections n'ont jamais été réellement autant ouvertes. Il y a eu des réformes du système partisan où l'Assemblée nationale, puisque nous sommes légalistes, la démocratie c'est ça, c'est les lois. Lorsque la loi est votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État, confirmée par la Cour constitutionnelle conforme à la Constitution, tous les citoyens sont obligés, sont amenés à respecter cette loi. Alors, lorsqu'un groupe de citoyens décide que la loi qui a été votée, promulguée, certifiée conforme à la Constitution par la Constitution n'est pas de leur bon vouloir, ne répond pas à ce qu'ils attendent et choisissent plutôt de vouloir imposer leur point de vue, il est évident qu'on aboutit un peu aux situations un peu, comme vous l'appelez, d'exclusion de 2019, qui ne sont pas des exclusions, mais plutôt on a dit reformez-vous, regroupez-vous, n'allez pas en rang dispersé, respectez les nouveaux textes et vous allez participer. En 2023, je pense bien qu'il n'y a pas eu d'exclusion. Les démocrates ont participé, les FCD ont participé, presque tous les partis politiques ont participé aux élections. Reformer un système partisan qui était un peu mis à rude épreuve par 30 ans d'expérimentation qui n'a amené le Bénin nulle part en termes de développement, mais en termes
de réjouissance populaire, d'animation, de rigolade, oui. Mais en termes de développement, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, notre développement socio-économique, etc., l'avenir du Bénin, l'emploi des jeunes, l'agriculture, autant d'éléments qui n'étaient pas réellement la priorité durant très longtemps de la classe politique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour réussir, il a dû travailler avec les bonnes volontés, les partis politiques avaient la bonne volonté, pour prendre des lois qui permettent à notre pays désormais d'éviter la pagaille et de mieux structurer notre pays. Regardez tous les pays de la planète qui se sont développés. Les États-Unis, première puissance économique du monde, ils n'ont que 2 partis politiques, les plus grands. D'accord, Il y a d'autres petits minuscules partis politiques, mais que personne ne connaît. Vous avez la France, c'est pareil, quelques partis politiques. Vous avez même la Côte d'Ivoire à côté ici. Vous n'avez que 3 ou 4 grands partis politiques qui dominent la scène politique. Vous avez le Sénégal, c'est un peu pareil. Donc, comment peut-on comprendre que dans un pays, tout le monde veuille être député? Tout le monde veut être chef de parti politique. Cela ne pouvait conduire notre pays qu'à la faillite. Donc, la réforme effectuée par le président Patrice Talon, dans ce sens, a été une réforme salvatrice, dont les fruits ne vont pas se voir aujourd'hui. C'est d'ici 10-15 ans que vous allez voir les fruits de cette réforme se manifester parce qu'il y aura une cohésion, une synergie d'action dans la gouvernance de la chose publique dans notre pays. Peut-être réformer, d'accord, mais donner les mêmes chances à tout le monde. C'est vrai que ceux qui sont au pouvoir ont une longueur d'avance, cela on ne peut pas toujours refuser, mais au moins une certaine équité, si je peux le dire comme ça. Au vu simplement du nouveau code électoral, M. Videgan, vous pensez que tout le monde parte sur le même pied d'égalité pour 2026? Oui, ce que moi je peux retenir, sans faire de polémique sur les positions des uns et des autres sur le code électoral, ce que je peux retenir, le code électoral motive les partis politiques à aller sur le terrain pour travailler. D'accord, mais à associer quel était le besoin de mettre la base si haut en fait? Le besoin, évidemment, vous savez bien qu'après la réforme, un temps, les partis politiques ont fusionné, mais en même temps, d'autres ont trouvé le moyen d'aller accomplir les formalités pour créer leur parti politique. Et ça avance, vous savez, de 3-4, maintenant aujourd'hui on est déjà à presque 17 partis politiques. Là les élections vont vous départager, on verra clair ça va être clair, les élections mais déjà le partis. Seuil avec 10%, on voit déjà les difficultés des uns et des autres, mais là où on en est, M. Videgan, est-ce que l'opposition n'a pas raison de crier à l'exclusion? Non, il n'y a aucune exclusion, puisque la règle est pour tous. On ne vote pas une règle pour un individu ou une couche d'un concitoyen, une partie des concitoyens. Oui, la règle, elle est la règle, elle est générale. Vous partez avec un avantage. Alors, laquelle? Vous êtes au pouvoir. Ah non, cela ne veut rien dire. On peut être au pouvoir perdre les élections. Mais regardez ce qui s'est passé. On n'a eu qu'un exemple. Non, lequel? Non, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. En Côte d'Ivoire, Gbagbo était au pouvoir. Et malgré tout l'arsenal déployé, Alassane Ouattara a gagné les élections en 2011, si ma mémoire est bonne. Alors, au Sénégal, tout récemment, de la prison, un parti politique dissous. Région, non, madame, soyez certain d'une chose. Lorsque un parti politique travaille, comment le PASTEF, un parti politique de jeunes, d'accord, peut gagner sur tous les anciens partis politiques? C'est parce qu'ils ont fait un travail formidable. Parce que également... parce que surtout... Parce que le président Macky Sall, à un moment donné, c'est pratiquement fouvoyé. Non, rien à voir. C'est surtout parce que ils ont présenté aux populations, dans chaque village, dans chaque quartier de ville, dans chaque commune du Sénégal, le programme qu'ils ont appelé le projet. Et ils ont pris le temps d'expliquer aux populations, si nous venons, voilà ce que nous allons faire. Ils ont eu l'adhésion de leur population. Mais on ne peut pas dire tout le temps c'est la loi qui défavorise ou qui favorise. La loi, elle est unique pour tout le monde. D'accord, madame? Donc, j'invite mes chers concitoyens, mes chers concitoyens, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays démocratique. Lorsqu'une loi est votée, elle s'applique à tout le monde.
Plus tard, les parlementaires peuvent saisir une opportunité pour dire qu'ils révisent la loi. Oui. Ça, c'est une autre chose. Mais une fois que la loi est votée, certifiée conforme à la Constitution, promulguée par le chef de l'État, le débat est clos. Je suis un républicain et un républicain ne remet pas en cause les lois de l'État. Ce n'est pas normal. C'est les pays de pagaille et c'est dans les républiques bananières que des choses comme ça puissent se faire. Donc moi, je pense que une fois qu'une loi est votée, sans tapage, on peut encore peut-être faire des démarches s'il y a des points de la loi qui ne conviennent pas. Parce que vous avez la majorité. Mais la démocratie, bien sûr, et vous avez raison. Madame, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Demain, si mais la minorité a eu des voix pour se retrouver là-bas. La minorité également a eu des voix pour se retrouver à l'Assemblée. Non, madame, peut-être que vous n'y êtes pas partout au monde. Vous voyez aux États-Unis, le président est président des États-Unis. Il organise des élections, il perd les élections à la Chambre basse ou à la Chambre haute ou au Sénat. Mais il gouverne. Et pour prendre des décisions, il est obligé d'aller négocier. Mais non, la majorité, la loi de la majorité, c'est ça la démocratie. Une fois qu'on a voté et que vous êtes majoritaire, vous appliquez votre programme, suivant votre vision. Sinon, en quoi ça sert d'avoir la majorité? À quoi ça sert de faire des élections? Une fois qu'on a fait des élections, la majorité applique son programme. Lorsque ceux qui sont opposants viendront, ceux qui étaient au pouvoir seront peut-être des opposants, les autres vont appliquer leur programme. Ainsi va la démocratie, ainsi va l'alternance. Mais en attendant, les autres ont la majorité pour mener les programmes de gouvernance tels qu'ils l'ont prévu et permettez qu'ils puissent arriver à terme de leur gouvernance. D'accord. Si je posais la question, c'est pour savoir si on n'a pas quelque peu reculé de ce que nous voulons de la démocratie quand, d'accord, c'est la loi de la majorité, mais la minorité doit pouvoir avoir tout au moins une voix, comme je le disais. Elle a eu quand même des électeurs qui leur ont permis de se retrouver à l'Assemblée nationale. Est-ce au nom de cette démocratie, ces personnes ou ces citoyens ou ce peuple qui a voté pour cette minorité n'a pas voix au chapitre? Mais alors, votre question peut-être je ne l'ai pas comprise, mais il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. L'opposition a voté et a été battue par un vote transparent, ouvert, à bulletin non secret. Madame, s'il vous plaît, lorsqu'il a s'agit de la révision de la Constitution, mais l'opposition a remporté. En étant minorité, ils ont remporté une victoire de minorité. Avec quelques voix également de la majorité. Oui, mais quand même minorité, parce que la majorité a voté pour la révision de la Constitution, mais c'est la minorité qui a voté, mais ils ont gagné parce que la loi a prévu que, à tel seuil, il n'y a pas de révision. Mais pourquoi vous n'en faites pas cas? Alors, il y a eu la réforme du code électoral, les parlementaires votent, l'opposition a voté, ils ont été battus, mais c'est ça la démocratie. Demain, il y aura un autre vote, c'est eux qui vont gagner. Mais pourquoi on veut toujours que ce soit l'opposition? Non, on ne veut pas toujours. On parle de que chacun puisse avoir sa part partition à jouer. Non, la partition, l'opposition la joue parfaitement. Moi, enfin, il la joue parfaitement parce que vous voyez, les débats à l'Assemblée nationale, ils sont assez houleux. Il est vrai que quand on est minoritaire, on est un peu frustré. C'est normal. Mais la majorité, la minorité mènent des débats constructifs pour notre pays. Et moi, j'admire beaucoup la position de certains parlementaires qui, quand même, défendent un certain nombre d'éléments. Mais le débat démocratique dans tous les pays du monde, elle est ainsi faite. Voilà. Donc, pour vous, cette réforme a une réussite sur tous les plans, à tous les égards. Non, elle n'est pas forcément une réussite sur tous les plans parce que, comme je l'ai dit, tant qu'il reste à faire... Bon, ça c'est la formule qu'on sort. C'est la formule qu'on sort, ça veut dire que la marche de la démocratie, la marche du système partisan est une amélioration perpétuelle. Vous savez, aujourd'hui, le bloc républicain compte environ une centaine d'anciens partis politiques qui se sont fusionnés, plus de 200 mouvements politiques qui se sont fusionnés, l'UPR à peu près pareil, je pense que les démocrates aussi pareil. Donc, la consolidation de ces partis politiques est aussi un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout ce que vous voulez construire, ça prend du temps, il y a des règles, des réglages à faire.
Donc, lors des positionnements, ne pensez pas que c'est seulement entre majorité et minorité. Lors des positionnements aux élections, c'est des passes d'armes qui se pèsent au sein des partis politiques. Parce que, pourquoi moi je vais laisser ma place à l'autre qui va être positionné? Donc, comprenez bien que la démocratie est en route, la vraie démocratie pour le développement du Bénin, et non la démocratie pour le développement individuel de ceux qui ont le système partisan en main. Donc, pour résumer, l'opposition a droit au chapitre, et je pense surtout au Parlement, ils jouent pleinement leur rôle. Au niveau de la population, ils animent la vie politique en faisant des sorties. Ce qu'il faut, c'est de nous proposer ce qu'ils trouvent de mal, pas les insultes, mais s'ils constatent que le gouvernement a fait telle chose, c'est de faire des propositions constructives en retour. C'est ça les critiques constructives d'une opposition responsable. Pour 2026, puisque c'est l'échéance en vue, est-ce que les partis politiques auront les coudes des franches pour désigner leurs candidats? Ou bien ils vont compter sur le leader, surtout au niveau de la majorité? Je suis consciente à la majorité. Là, ça sera plus facile. Non, au sein des partis politiques, la démocratie règne. Démocratie ne veut pas dire anarchie. Dans tous les partis politiques au monde, même jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis, partout, il y a des arbitrages qui se font. Parce que, madame, je suis en compétition avec vous pour être candidat. Vous ne voulez pas céder, je ne veux pas céder. Comment on fait? Il faut un arbitre pour dire, non, écoute, toi tu attends, l'autre passe d'abord. C'est un peu pareil dans les partis politiques. Lorsque nous serons suffisamment mûrs, les partis politiques seront suffisamment représentatifs et mieux implantés sur le territoire national. Lorsque les citoyens se seront appropriés ces partis politiques, en ce moment, nous irons aux primaires. Donc, c'est une marche. Et lorsque les primaires se feront, ce sont les citoyens à la base qui choisissent qui seront les candidats pour les élections. Pour le moment, aucun parti politique ne peut le faire parce que ça va être de la division, ça va être la guerre au niveau des partis politiques. Bon, pas un an, mais en tout cas un an, quelques 8 mois de cette échéance, les partis politiques ne peuvent pas encore décider. Ah non, les partis politiques sont décidés parce qu'il y a des consultations au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au niveau des départements, au niveau des circonscriptions électorales. Ça bouge, hein, madame, je peux vous le dire, dans tous les états-majors. C'est l'effervescence. Mais vous allez voir bientôt que l'animation va commencer. Du nord au sud, dans tous les quartiers, les villages de ville, vous allez voir l'animation. Les partis politiques vont envahir le terrain. Pour que chacun puisse aller se battre pour recueillir le maximum de suffrages le moment venu. Bon, la question que souvent les politiciens esquivent, c'est est-ce que le BR aura son candidat et le PER également aura son candidat pour 2026? Bon, vous ne pouvez que parler au nom du BR. Je ne peux parler qu'au nom du BR et vous dire que les consultations, là aussi, sont en cours. Le choix d'un candidat répond à un ensemble de démarches. Il ne faut pas être candidat à la présidentielle pour être candidat. D'abord, en notre sein, voir qui sont les présidentiables qu'on peut désigner, les mettre à l'essai, voir, et si on ne trouve pas un candidat valable à l'intérieur, nous pouvons nous mettre en groupe avec d'autres partis politiques pour choisir un candidat. Ce que nous voulons, c'est l'unité du pays. Donc, ce n'est pas être sectaire pour dire forcément le BR doit avoir son candidat. C'est l'objectif, hein, et nous y travaillons. Peut-être que, madame, moi-même, je serai candidat, vous n'en savez rien. On verra. Voilà, donc nous y travaillons, mais ce n'est pas forcément que le BR est son candidat. Si c'est nécessaire, il y aura une entente avec d'autres partis politiques pour désigner un candidat afin que ce soit un candidat de l'unité nationale, un candidat qui fait consensus, un candidat du développement de notre pays et un candidat qui poursuit l'œuvre que le président Patrice Talon a entamée. Alors, ce chapitre Patrice Talon vous a permis de dire à nos téléspectateurs que nous avons rattrapé 100 ans en 8 ans, si je dois, 100 ans en 8 ans, bien évidemment, en matière de réforme et de développement du Bénin. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit, mais ne prenons pas ça comme un euphémisme. Quand on dit 100 ans, c'est quoi? C'est en termes d'échelle du temps. Quels étaient les agrégats, les bases qui étaient nécessaires pour le développement de notre pays? Ça y est, la question est là. Durant
100 ans en arrière, il y a eu la période coloniale. Les colons ne veulent jamais qu'on se développe, hein. Ils vont tout faire pour vous asservir. Donc, durant la période coloniale de 1900 à 1960, ils ont tout fait pour nous arriérer, pas qu'on se développe. De 1960 à 1990, nous avons connu l'instabilité et l'atermoiement. De 90 à 2016, nous avons connu le renouveau démocratique avec un multipartisme intégral et une floraison de partis politiques. Et nous avons entamé l'ère des réformes. C'est pour ça que je dis, madame, nous avons rattrapé 100 ans. Il ne faut pas prendre ça comme un euphémisme, mais situer les 100 ans dans le contexte. Le contexte du colon qui nous a servi et a empêché notre développement. Le contexte de l'instabilité politique du Bénin entre les années 60 et 1990. La période du multipartisme intégral qui a été bien animée, mais n'a pas répondu aux ambitions et aux attentes de développement de notre pays, de notre nation, et la période des grandes réformes. Et cette grande réforme rattrape toute cette période d'atermoiement, madame. Voilà les 100 ans. Et merci pour ce résumé. On va se projeter justement et parler des perspectives, si vous le voulez bien, Monsieur Vidigla, puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes. Le Bénin se projette pour, bien évidemment, le centenaire de son indépendance. Une étude est en cours pour recueillir, je vais dire, des citoyens, le Bénin dont ils rêvent. Vous rêvez de quel Bénin à cet horizon? Je rêve d'un Bénin solidaire, prospère, où chaque citoyenne et chaque citoyen vit décemment, où chaque citoyen et chaque citoyenne a un logement, où chaque citoyenne et chaque citoyen se nourrit, a les 3 repas par jour, fait de l'économie, éduque ses enfants, a les soins de santé nécessaires à disposition, etc. A accès aux infrastructures sociaux et éducatives et un cadre de vie sain et agréable. C'est de ce Bénin dont je rêve. Je rêve d'un Bénin industrialisé, un Bénin qui exporte vers les autres pays pour créer de la richesse, et je rêve surtout d'un pays où les citoyens sont heureux, où les citoyens se sentent fiers d'être béninois, où les citoyens disent « je suis béninois et j'en suis fier ». Et pour cela, nous devons redoubler d'efforts parce que le Béninois est un travailleur acharné. Mais cet acharnement, nous devons le redoubler parce que c'est le travail de chacun des Béninois qui va amener le Bénin à son anniversaire dans la perspective de notre centenaire à être un Bénin développé où chaque citoyenne et chaque citoyen vit décemment, s'habille décemment, est éduqué décemment, hein, a accès à des soins de santé, a accès à la richesse nationale. Donc voilà ce que je rêve pour le Bénin. Je suppose que les acteurs de ce Bénin dont vous rêvez, ce sont évidemment les Béninois. Ça va de soi. Le rôle de chacun sera quoi, Monsieur Vidigla? Le rôle de chacun, je viens de le définir. Oui. D'abord, il nous faut construire un système partisan solide. Aucun développement n'est possible sans un système partisan organisé. Tous les pays du monde, aucun développement n'est possible sans un système partisan organisé. Que ce soit en Afrique, regardez nos royaumes d'antan, nos royaumes qui ont été, qui sont aujourd'hui des légendes, des grands royaumes. C'est parce qu'ils avaient un système politique organisé. Le royaume d'Abomey, le royaume de Sundiata Keita au Mali, etc., etc. C'était des royaumes qui avaient des puissances organisées. Notre pays, le Bénin, durant longtemps, n'a pas su organiser son système partisan. C'était la cause de son sous-développement. Aujourd'hui, on a entamé la réforme du système partisan qui fait graduellement son école. Nous devons renforcer ce système partisan, de telle sorte que chaque citoyenne et chaque citoyen appartiennent à l'un ou l'autre des grands ensembles politiques qui couvrent le territoire national. À partir de là-bas, de ça, lors des élections, c'est soit l'opposition qui gagne, soit la mouvance qui gagne. Et lorsque l'opposition gagne, ils ont déjà un programme au sein duquel est représenté chaque citoyen de chaque village.
Parce que pour élaborer leur projet de société, ils tiennent compte de la vie de chaque village. Est-ce que c'est pas toujours le cas, M. Villigla? Ah non, mais de plus en plus maintenant, si. Vous pouvez, si vous avez, je suis sûr que vous avez des amis dans l'opposition, demandez-leur. Ils font le tour des villages, des hameaux, pour recueillir leurs besoins. Avant, ça ne se faisait pas. L'impression qu'on a des fois, c'est du copier-coller, comme l'aurait dit quelqu'un, du projet de l'un dans le projet jusqu'en 2016, oui. Aujourd'hui, non. Ah. Ouais, aujourd'hui, non. Je vous assure que la conscience, elle est là et graduellement, les enjeux de développement sont perçus par tous les acteurs politiques et graduellement, chaque parti politique essaie d'élaborer un projet de société. Pour nous, partis politiques de la mouvance, nos projets de société ne sont pas loin de ceux du gouvernement parce que nous portons le gouvernement. Nous portons le président Patrice Talon. Parce que d'ailleurs, même en 2001, il était notre candidat à la présidentielle. Donc, comprenez bien que le projet de société... En 2001 ou 2021? En 2021, oui. Vous avez dit 2001. En 2021, Oui, en 2021, excusez-moi, en 2021, il était le candidat du bloc républicain. Donc, c'est pour dire, à l'horizon du centenaire du Bénin, il faut que nous renforçons notre système partisan. Il faut que les citoyens se sentent mieux impliqués dans la gestion de la chose publique, rapprocher l'État des citoyens. Cela a démarré déjà par la dématérialisation de l'administration publique. Vous voyez, durant longtemps, quand je vous parlais de 100 ans, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, vous faites votre passeport, votre carte d'identité. Bientôt, vos soins, vous pourrez les consulter. Vous pouvez consulter un docteur en ligne. Donc, beaucoup de programmes sont en cours. Les résultats aux examens sont consultés en ligne. Rapprocher l'administration des citoyens à l'horizon 2100. Que les citoyens ne voient plus l'administration, l'État, comme étant une grosse nébuleuse, hein, où je dois aller supplier, je dois aller payer, parce que c'est ce qui se passait pour avoir un service, même pour faire votre carte d'identité avant. Madame, je suis certain que vous savez comment ça se passait. Il faut payer avant d'avoir sa carte d'identité. Il faut donner une prime complémentaire, à part les frais. Pour l'avoir vite, oui, oui. Il faut... Bon, c'est pour dire que tout cela, graduellement, est en train d'être dans notre passé collectif. Nous sommes tournés vers l'avenir où la dématérialisation va se poursuivre pour atteindre tous les secteurs de la vie socio-économique, culturelle de notre pays. De telle sorte que le citoyen n'a plus à se déranger pour accéder aux services de l'État, parce que c'est son droit. Vous savez, le citoyen a un devoir vis-à-vis de l'État et le citoyen a un droit vis-à-vis de l'État. Nous faisons de telle sorte qu'à l'horizon des 100 ans d'indépendance de notre pays, que les citoyens s'approprient les concepts de l'État, les concepts du système partisan et comprennent que c'est leur travail qui fait la force de l'État. Le développement du Bénin dépend du travail de chacune et de chacun d'entre nous. Si la moitié du Bénin est paresseux, le Bénin ne va jamais se développer. Si la moitié du Bénin ou les 1/3 du Bénin est mal instruit, nous n'allons pas nous développer. Donc, madame, à l'horizon 2100, les 100 du Bénin, les citoyens doivent être au cœur de l'action publique. Mais s'ils sont au cœur, ils seront plus exigeants. Absolument. Leur lacisme ne sera plus réel, ils seront exigeants et donc c'est l'objectif. Très regardant. C'est l'objectif de la réforme du système partisan. Vous savez que durant longtemps, il y a un chef omnipotent qui finance tout. Les membres sont des employés. Quand ils viennent, ils obéissent. Ils n'ont pas leur mot à dire. Aujourd'hui, moi, dans mon parti politique, je peux dire au président Abete telle chose, je ne suis pas d'accord avec lui. Un militant de Bembereke peut écrire pour dire non, je ne suis pas d'accord. Ça avance, ça s'améliore graduellement et au niveau de tous les partis politiques. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas mouvance présidentielle. De plus en plus, le citoyen sera exigeant parce qu'il va participer. Bientôt, nous allons lancer tous les militants du bloc républicain, en tout cas ceux qui concernent notre parti politique, vont payer, ils ont commencé déjà. Le militant dans le quartier, dans le village, va payer 200 francs, 500 francs
de cotisation mensuelle pour savoir que le parti politique lui appartient pas au leader du parti. Il y aura des élections pour remplacer le président du parti par des votes populaires. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Des élections. Ah, des élections. Donc, vous n'allez pas vous retrouver désigné. Ah ben absolument. Vous n'allez plus. Non, plus. C'est une marche. Il faut consolider d'abord avant d'arriver. On ne peut pas faire les choses, on ne peut faire les choses que par étapes, madame. Sinon, la réforme ne réussira jamais. Donc c'est pour dire que l'objectif, c'est d'être à l'image des grands partis politiques. Vous voyez, en Afrique du Sud, c'est l'ANC qui désigne qui est président de la République. Après les élections, quand il remporte l'élection législative, puisque c'est un régime parlementaire, c'est le parti qui désigne le président. Et le jour où le parti ne veut plus de ce président parce qu'il gère mal l'État, il le démet et met une autre personne. C'est ce qui s'est passé entre Jacob Zuma et Thabo Mbeki et Jacob Zuma. Voilà. Donc, comprenez bien que pour arriver à avoir un parti politique de cette envergure, il y a un travail à faire. Il y a que les citoyens doivent savoir que c'est leur chose. Les citoyens, nous n'en avons pas parlé. Et je me reprocherai de ne pas en parler. La difficulté majeure aujourd'hui pour mener à bon port les réformes, surtout au niveau système partisan, c'est la sociologie et la perception de nos citoyens par rapport à l'action politique. Pas politique publique, mais politique partisane. Un acteur politique qui vient dans un village, s'il n'a pas un minimum de moyens, il n'est pas écouté. Or, pourtant, ce n'est pas les moyens qui font la politique. Les idées qu'il amène, qu'il véhicule. Donc, l'éducation politique de nos masses laborieuses, de nos concitoyens, beaucoup reste à faire. Et c'est le rôle de nous, partis politiques. Et éduquer également les partis, bon, pas les partis politiques, mais les politiciens, puisqu'on ne vous voit, selon les citoyens, on ne vous voit qu'à la veille des élections, après vous disparaissez. Et puis on n'en parle plus, ça fait à la prochaine échéance. Donc c'est une relation de cause à effet, en réalité. Voilà, c'est ce que vous dites, mais en réalité, c'est du narcissisme que ceux qui vous disent font. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour eux, j'ai élu un député à l'Assemblée nationale. Oui. Quand le député prend son salaire à la fin du mois, il y a environ 50 000 électeurs dans la circonscription. Le député doit passer ce chacun d'eux à la maison pour lui donner de l'argent. Bon, ils ne l'ont pas dit. Non, c'est ça. C'est un peu l'interprétation qui est faite. Je suis politique. Je sais de quoi je parle. Alors, nous tentons de leur expliquer que combien gagne un député pour qu'ils viennent à chaque fin du mois venir donner de l'argent aux citoyens. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle. Les citoyens l'envoient au Parlement pour prendre des lois en faveur de leur développement, en faveur de leur bien-être. Donc, ce que les citoyens disent la plupart du temps est plus lié un peu à leur vie quotidienne, au social. Or, un député à son niveau ne peut pas prendre en charge tout le social d'une communauté. C'est un peu difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, il n'en a pas les moyens. Voilà, donc... déjà que c'est difficile pour l'État, nous avons créé l'école du parti au niveau du BM. Il y a 2 mois, nous avons fait l'inauguration, lancé l'école du parti. Les réflexions sont en cours pour finir le programme et bientôt nous allons déployer sur tout l'étendue du territoire national, dans les 5000 et quelques villages, des acteurs pour former les militants à l'esprit militant. Parce que le militantisme, c'est autre chose. Ce n'est pas le social, ce n'est pas les quelques dividendes qu'un politique va venir vous distribuer. Parce que plus il le fait, c'est de la corruption politique. Demain, lorsqu'il est élu, je vous donne un exemple. Avant, un député pour être élu dépensait 200-300 millions, au minimum. Alors, en 4 ans, puisque le mandat des anciens députés était de 4 ans, en 4 ans, le député ne gagne qu'environ 95 millions. Y compris les primes? Y compris les primes. Ah oui. En tout. Il a dépensé 300 millions, mais en 4 ans, il ne gagne que 95 millions. Alors, dites-moi, comment on appelle ça?
Ah, de l'autre côté, les populations vont dire, je l'ai élu. Bon, vous savez la question qui me vient à l'esprit, Oui, qui me charrie. Pourtant, il tient à y aller. Il tient à Pourtant, aller. il tourne Oui, la perte. Pourtant, il il tient tient à à aller. y aller. Je vous assure que de plus en plus, pas tout de suite, mais bientôt, on va dire, madame, venez être députée, vous allez dire, je ne veux pas. Bon, on attend. Ça a commencé déjà. Avant, quand on va au Parlement, on fait du chantage au gouvernement. Monsieur le Président, donnez-moi un marché de 5 milliards, sinon je ne vote pas telle loi. Et le président donne le marché. Ça a changé aujourd'hui. Ah oui, non, totalement. Impossible. Quel député peut aller demander? Ce n'est pas possible. C'est même interdit. Quand vous êtes député, vous ne pouvez plus avoir accès au marché public. C'est impossible. Donc, et c'est pour ça. Donc, vous comprenez un peu, c'est un système, tout un ensemble qui est en cours pour amener les gens, chacun à sa responsabilité. Le député, il est bien payé pour faire son travail de parlementaire, voter des lois pour le bien de la population. C'est pour ça qu'il est élu. Il n'est pas élu pour passer de quartier en quartier pour aller distribuer l'argent. C'est malheureusement cet aspect d'extirper les finances de la politique dans notre pays, c'est un des gros défis qui est en cours, qui est très difficile, mais qui nous reste à faire. Voilà. Vous notez ou vous évoquez beaucoup d'objectifs à atteindre pour surtout consolider le système partisan. Donc, merci à vous pour tout cela. Alors, nous sommes en train d'égrener pratiquement les dernières minutes de nos échanges. Ça passe super vite. Je vous laisse le temps, Monsieur Vidigla, de conclure. Ce que je peux dire, c'est que je remercie, je salue mes concitoyennes et mes concitoyens, malgré qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, un grand chemin parcouru. Et aujourd'hui, l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que les réformes, aujourd'hui, permettent à notre pays d'avoir un meilleur fonctionnement harmonieux. Les réformes, aujourd'hui, permettent à notre pays de créer de la richesse. Les réformes permettent aujourd'hui à notre pays d'avoir un système de santé plus fiable et plus tourné vers nos populations. Les réformes dans le secteur agricole permettent désormais à notre pays de dire oui, nous sommes pratiquement déjà une puissance agricole, mais bientôt nous allons devenir la première puissance agricole de la sous-région. La vie, elle est un peu difficile. On a parlé de la vie chère. Le maïs est cher. Ce sont des conjonctures. Des conjonctures parce que l'inflation au plan international, liée au carburant, liée aux devises, et un certain nombre de choses qui sont économiques que nous n'allons pas développer ici, ont influé sur certains produits de première nécessité. Le gouvernement a fait un grand effort en soutenant et en garantissant, en bonifiant un certain nombre de produits de grande consommation et en faisant de telle sorte que les prix soient maintenus équilibrés sur le marché. Certains opérateurs économiques tirent souvent profit des situations et créent une inflation galopante en dénaturant les grilles des prix qui devraient s'appliquer. Mais comme nous sommes dans un système de libéralisme économique, on ne peut imposer à un commerçant un tarif de vente de ses produits parce que c'est le libéralisme économique, le libéralisme commercial. Concitoyennes et concitoyens, nous vous demandons de vous armer de courage parce que notre pays, bientôt, va être un pays qui est en première ligne des pays les plus avancés de la sous-région ouest africaine. L'essentiel a été fait. Le travail restant à faire nécessite l'engagement de nous tous. Que ce soit l'éducation, l'agriculture, la formation professionnelle, la santé, les infrastructures, le cadre de vie, l'artisanat, et j'en passe. Un chemin a été fait et beaucoup de choses restent à faire. Le cadre de vie sera amélioré. Les soins de santé de proximité seront aussi améliorés. La vie chère dont nous entendons parler tout le temps
l'inflation sera bientôt maîtrisée et le gouvernement déploie tous les efforts dans ce sens. Le maïs, qui coûtait un peu cher, que tout le monde a décrié, le maïs, c'est nous qui le produisons, c'est nous qui le vendons. Il n'y a pas de raison que le maïs soit cher. C'est parce que ce maïs était exporté vers d'autres pays, hein, à des prix beaucoup plus élevés, qui a créé de la rareté, qui a créé de la fluctuation des prix. Hein, mais le gouvernement a pris les mesures nécessaires aujourd'hui pour rétablir ça. Béninoises, Béninois, travaillons seuls. Le travail va permettre à notre nation de rattraper son retard par rapport aux autres pays. Je remercie et je salue toutes mes concitoyennes et tous mes concitoyens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple béninois. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, M. Auguste Voudegla. Avec vous, nous avons abordé le parcours fait par le Bénin en 64 ans d'indépendance. Nous avons parlé des atermoiements, des différents temps donc, politiques du pays et nous sommes restés un peu sur l'ère du renouveau démocratique avec, bien évidemment, les actions du régime de la rupture. Vous avez suivi notre invité sur les progrès qui ont été réalisés. Ce sont ces analyses à lui que nous vous avons proposé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons donc à tout à l'heure et nous raccompagnons M. Voudegla. Mesdames et messieurs, moi, l'équipe et moi, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite.